Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de Pure FM. Alors aujourd'hui, à quoi ressemblent les sites des radios de la RTBF? Vous allez le savoir tout de suite. Gilles et Yves ont analysé pour nous Splinter Cell en mode multijoueur. Microsoft vient d'être condamné à une amende de plusieurs centaines de millions d'euros par la Commission européenne. Jacques Follon nous expliquera ce qui se cache derrière cette décision. Et enfin, comment passer un bon congé de Pâques? La réponse tout à l'heure avec Sylvie. On se retrouve juste après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël. Bonjour Paul-Henri. Quel succès. Hein? Vous avez vu où on se trouve les mecs? Et on est dans le studio de Pure FM, une super radio, une super chouette radio, et qui était, Raphaël, le savais-tu, le studio même où naquit Cybercafé. Cybercafé en 1996. En fait, précisément, de l'autre côté de cette vitre, j'étais avec mon petit casque sur les oreilles et je faisais bonjour, vous êtes dans Cybercafé, nous allons parler d'Internet aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est une souris, Raphaël? Une souris, C'est un animal. Et nous avons même ici, Raphaël, le téléphone avec lequel le petit Raphaël Charlier nous appelait à Je vous ai l'époque. déjà appelé, c'est vrai. C'est vrai, tu Et te souviens, hein? j'avais appelé, et c'était le jour où Benoît Poulvord était là, j'avais appelé. Ouais. Xavier avait compris que je faisais une blague, Benoît aussi, pas toi. Non, moi j'ai pris ça au sérieux. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec son ordinateur dans la C'est machine mon à laver? Commodore 64 Mais oui. qui n'allait pas. C'est Enfin, absolument soit. pas bon. Bref, on est là pour alors on est là parler. pour parler des nouveaux sites parce qu'il y en a plein de la RTBF, Oui. Paul-Henri. 6 nouveaux sites en 2 mois. À partir du moment où les chaînes de radio changeaient, il était clair que leur site devait évoluer avec elles. L'équipe Immédia, puisque c'est le nom de l'équipe ici à la RTBF qui a fait ces sites, eh bien, a réussi à coller vraiment à l'image qu'on voulait donner des chaînes. Et pour le site de Pure FM, ça a été pour nous une des choses les plus compliquées, parce que l'ensemble de l'équipe disait, mais ça, c'est ma chaîne, quoi. Parce que Mais à l'ensemble de partir- l'équipe est compliqué, c'est ça? Non, non, Mais parce non, que... en fait, c'est parce que les speakers sont laids sur Pure FM. Non, c'est parce que c'est la chaîne qui leur correspond le plus. Et ils ont eu, c'est Ah, pour ils ça arrivaient qu'ils ont, pas- ils ont arrivaient vraiment pas à eu se du décider, mal quoi. Ouais. Oui. à vraiment créer le site, mettre les couleurs, la mise en page et tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté ce qui se passait sur antenne pendant une dizaine de jours, Ouais. la quinzaine de jours qui a précédé le lancement. Puis, on a commencé à qualifier ce qu'on entendait. Et puis on a fait la même chose sur le site. Et si les qualificatifs allaient vraiment ensemble, ben, on s'est dit, ben voilà, c'est qu'on doit être dans la bonne le voie. bon, quoi. Et puis c'est un travail qui s'est vraiment fait avec l'ensemble des chaînes, non seulement Pure, mais Vivacité, La Première, Musique 3 et Classique 21. Et je crois qu'on arrive à un résultat Alors, qui transparaît bien. je crois que le résultat, vous pouvez aller le voir, ils sont en ligne. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces sites, en fait, Paul-Henri? Alors, On trouve la présentation de les chaînes et des chroniqueurs et des présentateurs, mais chacune des chaînes a voulu mettre l'accent sur quelque chose de particulier. Ouais. Vivacité, c'était vraiment la convivialité, la chaleur. Voilà. Au niveau de La Première, c'est un peu plus l'info, quelque chose de sérieux. donc on trouve des informations, Des informations, les du news, contenu, voilà. également des concours, mais beaucoup plus axés sur les nouvelles et la connaissance, qui est D'accord. vraiment le trip de la chaîne. Sur Musique 3, c'est axé complètement sur la musique classique, Donc là, sur ce que les gens entendent. on voit la playlist. On voit la playlist en direct, puisqu'on joue des Et donc œuvres ça, sur chaque originales. radio, en fait, on voit la tête de l'animateur à chaque fois qu'il est sur antenne, c'est ça? Non, pas sur chaque radio. Sur Musique 3, on ne voit pas la tête de l'animateur. On la voit sur La Première, on la voit sur Vivacité et sur Pure. On la voit pas partout. Ah, d'accord. Ça dépendait vraiment de ce que la chaîne voulait faire D'accord. passer sur son site internet. Et donc pour Pure, oui, on voit la tête des animateurs, mais pas comme on s'y Voilà. attend. Mais, Comme on mais s'y si vous êtes attend. spectateur de Cybercafé, vous reconnaîtrez peut-être quelques-uns des animateurs de Pure FM, un pur hasard d'ailleurs. Et On peut appeler ça pur hasard. On peut appeler ça le pire hasard du même nom que Exactement. le parfum. Et donc, ces sites, maintenant, ils ont été mis en ligne. Eh bien, on va les faire monter en puissance aussi, puisque les chaînes se sont mis les chaînes radio, en un mois, on a lancé 5 chaînes. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts au Ça, top c'est niveau. Donc, ce sont des montées en puissance au niveau des chaînes, c'est ce qu'elles nous ont expliqué. Eh bien, on va faire la même chose au niveau des sites Internet. Et donc, ils vont connaître encore des évolutions, des apports technologiques nouveaux, normalement dès le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'interactivité? Est-ce que Alors, on ça va dépend pouvoir aussi des participer? chaînes. Par exemple, Pure FM a demandé qu'on puisse envoyer des mails directement aux animateurs pendant qu'ils
qu'ils sont sur antenne. Donc c'est prévu. Par le site alors. On passe par le site. L'idée, c'est vraiment de faire adhérer les auditeurs à une communauté en passant par le site internet. Et c'est pour nous plus facile de dire, et pour les animateurs, de dire allez sur le site de Pure FM et envoyez-moi un mail, que chaque animateur qui donne son adresse mail à l'antenne. On passe par le site à chaque fois. En plus, on peut voir qui écoute, qui se promène sur le site. Ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'on a décidé de garder la diffusion des radios en audio sur les sites et que ça reste un des points forts de la RTB. Il faut savoir que la RTB a investi énormément en bande passante pour permettre aux gens d'écouter en bonne qualité les radios en 128 kilobits. Donc c'est vraiment très bien ça. Alors on va devoir augmenter encore les bandes passantes parce qu'il y a trop de monde qui vient. Il y a de plus en plus de monde. Donc il faut élargir ça. On a aussi augmenté l'offre puisque Vivacité, ce sont 7 décrochages différents. Donc il a fallu augmenter le nombre de flux audio. Et donc, on a décidé de continuer à miser sur cette diffusion en ligne, surtout pour Pure FM, puisque c'est un des moyens de diffusion qui a été défini comme prioritaire. Formidable. Merci pour toutes ces informations, Paul-Henri. Si vous voulez en savoir plus, la chose est simple, vous allez vous promener sur ces sites. On se retrouve demain pour un nouveau classique des classiques avec Weber, avec du Donizetti, du Prokofiev, du Schubert, enfin toutes sortes de bonnes choses. À demain Nicolas, à demain à vous tous. Merci à l'équipe, au revoir. Salut à vous, c'est Bobinou, on est évidemment sur l'Anecdote FM, la radio de l'anecdote. Alors rappelez-vous de ce concert en 1974, c'était au Hollywood Bowl si je ne m'abuse, lors du concert du groupe Smash and Pump. Le guitariste Willie DeVip avait pété sa 5e corde alors qu'il entamait le refrain de Wow Wow Once Again on the Road. Il faut être fourbe en fait, c'est un jeu pour les fourbes. Mes petits amis, Yves, Gilles, Splinter Cell en mode multijoueur. Et oui, on avait présenté le mode solo, là on revient avec le multijoueur, maintenant on y a joué tous les deux, sur Xbox et sur PC, puisque pour l'instant c'est sorti sur ces deux plateformes-là. Et bonne surprise, on y croyait, mais ça faisait quand même assez peur. Au début, Il y avait un gros doute, parce que quand les premières annonces d'Ubisoft, quand ils nous avaient dit qu'ils allaient faire un mode multijoueur avec deux camps, deux vues séparées, d'un côté une vue à la première personne et de l'autre côté une vue à la troisième, on se dit ça ne s'est jamais fait dans les jeux, c'est un peu casse-gueule, on a du mal, mais... C'est super efficace. Ça ressemble au mode solo. Qu'est-ce qui différencie du mode solo? En fait, ce qui se passe, c'est que dans la vue à la troisième personne, c'est un peu comme dans le mode solo. Donc, tu joues des espions, des sortes de Sam Fisher, finalement. Par contre, les mercenaires qui sont en face, eux, sont en vue en première personne, ce qu'on n'avait encore jamais vu dans Splinter Cell. Et c'est ça qui fait toute la beauté du gameplay, parce que quand tu es en vue en première personne, tu ne vois finalement qu'un angle assez restreint, tandis qu'en vue à la troisième personne, tu vois tout autour. Ce qui permet vraiment des nouveautés dans le gameplay. Et l'avantage en plus, c'est que c'est vraiment deux jeux en un, puisque on pourrait résumer ça un peu grossièrement en disant que c'est d'un côté un genre de jeu à Counter-Strike avec un FPS classique, et de l'autre côté avec pour adversaire Sam Fisher dans toute sa splendeur. Donc les aptitudes des joueurs ne sont pas les mêmes que les autres. Quand on joue les espions, on va pouvoir s'exprimer à la... Et donc tout le monde n'incarne pas Sam Fisher, quoi. C'est du 2 contre 2, c'est du 2 contre 2, donc deux camps. Et d'un côté, on pourra jouer les espions furtifs en grimpant partout, en restant tapis dans le noir. Et de l'autre côté, en faisant les mercenaires qui vont tirer sur la moindre ombre qui va passer près d'eux. Donc c'est vraiment flippant, c'est très prenant à ce niveau-là. Personnellement, moi j'étais plutôt habitué à jouer les FPS, donc les vues en première personne, et je me disais, bon, ça va être facile. En fait, pas du tout, parce que, comme on vient de le dire, il y a cette vue qui est fort limitée, et tu as très bien un espion qui peut passer derrière toi et venir te taper dans le dos, sans vraiment que tu t'en rends compte du tout. Et donc c'est un jeu où vraiment toute la subtilité est dans la retenue. Oui, dans la retenue, il faut, comment dire, être... vigilant. Oui, il faut être fourbe en fait. C'est un jeu pour les fous, mais... En plus, ce qui marche vraiment bien, c'est que le jeu est extrêmement riche de ce point de vue complètement neuf. Donc, tous les joueurs, pour l'instant, qui jouent sont un peu dans le jus, on essaye des techniques différentes, des cours. Surtout qu'il faut vraiment mémoriser toutes les cartes de jeu qui sont quand même assez nombreuses pour les connaître par cœur.
Il y a des techniques assez simples directement qui vont peut-être marcher un premier coup. Par exemple, quand on est dans les mercenaires, on a un détecteur de mouvement. Donc au début, moi j'arrivais en disant ça va, si le gars il bouge, je le verrai. Puisque chaque vue a ses avantages et ses inconvénients, ne sont pas toujours d'une visibilité extraordinaire. Puis à un moment, quand on se fait attraper à la gorge par derrière et on voit la caméra partir en vrille, on se dit ça y est, je me suis fait avoir comme un bleu. Ouais. Est-ce qu'on évolue dans le même univers que dans le mode solo ou alors c'est un autre univers? Non, il y a 8 maps qui sont bien différentes, complètement. C'est pas du tout les mêmes environnements que dans le jeu, même si ça reste très sombre, c'est dans la même veine. Hein, et on va à l'extérieur aussi? Non, c'est surtout des niveaux en intérieur. Oui, il y a de l'extérieur, il y a moyen de sortir. Il n'y a pas comme dans le mode solo cette merveilleuse gestion de la plante. Non. Il y a plein de choses, parce que ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut rentrer dans la tuyauterie, des choses comme ça, vraiment avoir un point de vue d'ensemble sur le jeu et rigoler de ces mercenaires, par exemple, qui se baladent armes au poing et de les voir passer comme ça. Les mercenaires vont passer dans les couloirs, les grands couloirs, tandis que les espions vont passer justement dans les tuyauteries. Ils vont plutôt escalader les murs pour. Est-ce qu'il y a déjà une grande communauté de joueurs pour ce jeu? Ça commence, puisqu'il y a un tel attrait pour le nom Splinter Cell que tout le monde veut aller voir ce que c'est, puisque, comme on disait au début, on y croyait. Enfin, on avait du mal à croire que ça allait vraiment être aussi bien que ce qu'on nous avait promis. À mon avis, ça va aller en grandissant, parce que pour le moment, le gameplay est quand même assez complexe et il va falloir un temps d'apprentissage pour un peu tout le monde. Et je crois qu'on va avoir des parties de plus en plus intéressantes dans les semaines qui viennent, quoi, finalement. D'autant plus que quand on rentre dans le jeu, on a son niveau de joueur. Donc au début, tout le monde était niveau 1, sachant pas trop comment jouer. Progressivement, il y a des techniques qui sont développées, des gens qui commencent à prendre du grade. Donc quand on retrouve des parties, c'est assez agréable de voir qu'on va jouer contre des experts ou des débutants, faire des alliances avec l'un, puisque le gros avantage, c'est qu'on peut changer de camp après chaque partie, bon, comme dans beaucoup de jeux. Donc on a vraiment 2 jeux dans un jeu. C'est assez surprenant. Donc une très bonne réalisation de passage de mode solo en mode multijoueur. C'est déjà en soi un très bon add-on, enfin une très bonne nouvelle version de Splinter Cell, Pandora Tomorrow, mais ce multijoueur finalement relève toute la mesure du jeu, quoi. Rien que pour le multijoueur, ça vaut la peine. Donc voilà, un petit peu d'appréhension, mais finalement un bon résultat. Donc un peu d'adaptation pour rentrer dans le jeu, et puis vous pourrez vous mesurer un gilet Yves. On se rappelle évidemment tous de l'anecdote fabuleuse qui était arrivée en coulisses le soir même de ce concert en 1969. Alors qu'il buvait un simple verre d'eau, Chris Bobinson, le chanteur du groupe Walkinson, à ne pas confondre avec les lames Wilkinson, attention on fait pas de pub sur Anecdote FM. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a maintenant un rapport de force tout à fait intéressant entre les États-Unis et l'Europe. Jacques, la Commission européenne vient de condamner Microsoft, pourquoi ? Eh bien, pour abus de position dominante, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps, puisqu'on a déjà eu un procès équivalent aux États-Unis. En fait, en Europe, la plainte était venue notamment de Sun, un des concurrents, pour 2 raisons. Ouais, pour 2 raisons. La première, c'était que dans les serveurs, le marché des serveurs, en fait, il y avait un lien évident entre les serveurs qui utilisaient les programmes Windows et qui donc on ne laissait pas aux programmes concurrents la possibilité d'intervenir dans ce marché. Et d'autre part, il y avait le fait que Windows Media Player était d'office vendu avec Windows et que donc les concurrents de Windows Media Player ne pouvaient pas rentrer dans ce marché. Donc en gros, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir le monopole. C'est d'avoir le monopole et d'en abuser. Parce qu'avoir un monopole... Non, c'est pas d'avoir le monopole, c'est d'avoir une position dominante, mais ça n'est pas un défaut. D'imposer son monopole. Non, d'utiliser sa position dominante pour empêcher les concurrents d'exister. Ah oui, d'accord. Donc le fait d'avoir une position dominante, c'est un état de fait et on ne peut pas le reprocher, tant mieux pour eux. Mais c'est grâce à cette position d'empêcher tous les autres d'exister dans des secteurs annexes. Par exemple, d'autres entreprises comme Real Networks diffusaient un logiciel qui permettait de visualiser de la vidéo, Apple à QuickTime, et il y en avait plein d'autres. Eh bien, ils sont pratiquement tous morts, parce qu'évidemment, Windows, dans sa nouvelle version XP, il y a un Windows Media Player qui est là, et puis les gens ne vont pas aller installer un autre logiciel. Oui, pourquoi on irait voir ailleurs, puisqu'on l'a déjà? Voilà, ça, en fait. voilà. Alors, ce qui est intéressant... pourquoi est-ce que Steve Ballmer avait proposé, puisque ça vous gêne qu'il y ait le nôtre, et mettons-en d'autres, comme ça on en aura 3 ou 4. Pourquoi est-ce que la Commission n'a pas choisi cette option-là? On n'a pas compris. En fait, la position de Microsoft est de dire, mais on a fait des propositions concrètes. Et des propositions concrètes qui étaient en fait basées sur une étude qu'ils avaient réalisée, qui était de dire, mais finalement, le consommateur, lui, il a envie d'avoir le choix. Alors pourquoi, chaque fois qu'on vend un logiciel Windows, ne pas proposer systématiquement plusieurs logiciels? Donc il y aurait Windows Media Player et les concurrents. Donc on en mettrait 3. Et donc les consommateurs choisiraient. Et ça a été refusé par la Commission européenne qui a dit non, vous devez simplement... pour vendre Windows en laissant la possibilité aux consommateurs de prendre Windows avec Windows Media Player ou sans.
Ce qui est considéré par les spécialistes comme finalement une décision qui n'aura pas beaucoup d'intérêt, puisque d'abord, sur le marché je dirais des logiciels, Windows est déjà relativement puissant, donc les consommateurs vont avoir envie de le demander. C'est trop tard, de toute façon. C'est probablement trop tard. En fait, c'est trop tard. Et donc, quelque part, si les consommateurs veulent dire, j'achète un Windows, mais sans Windows Media Player, ils vont encore devoir eux-mêmes aller chercher sur Internet ou ailleurs la possibilité d'avoir un logiciel complémentaire. Donc, on a l'impression que les décisions sont intéressantes parce que c'est une grosse amende et ça montre vraiment... En fait, c'est une espèce de bras de fer. La Commission européenne a voulu montrer qu'elle avait la possibilité de condamner Microsoft. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a maintenant un rapport de force tout à fait intéressant entre les États-Unis et l'Europe, parce que les mêmes faits ont été évoqués aux États-Unis, et que là, les autorités américaines ont considéré qu'il n'y avait pas abus de position dominante. Oui, mais bon, on ne va pas mélanger les deux, parce qu'on dirait qu'il y a eu des élections politiques aux États-Unis, et tout d'un coup, on n'a pas très bien compris comment tout d'un coup, abracadabra, ça se solutionnait. Enfin, c'est pas très net, je veux dire, c'est pas très clair. Par contre, ce qui est important dans le jugement, en l'occurrence, c'est que Microsoft va être obligé d'ouvrir les spécifications de son code aux autres créateurs de logiciels, donc quelque part de leur donner la documentation qui leur permettra de faire des éléments de logiciels complémentaires. Ça va devenir de l'open source alors? Non, ça ne va pas devenir de l'open source, mais en tout cas, il y aura une documentation claire et précise de la manière dont tu peux t'interfacer avec les logiciels Microsoft, ce qui permet à d'autres de créer des compléments logiciels ou d'exister tout simplement et de créer des softs, quoi. En fait, et d'avoir une chance de survie, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'ils ont appelé l'interopérabilité. Donc ça va être le fait qu'on peut avoir des systèmes qui vont pouvoir fonctionner à côté et avec Windows et pas uniquement en fait les programmes de serveur Windows. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant? Donc la question, parce que la Commission européenne a pris sa décision. Est-ce que ça va vraiment toucher Microsoft? D'abord, Microsoft a déjà dit clairement on va en appel. Ouais. Donc ils vont arriver devant le tribunal à Luxembourg. Alors évidemment, ils vont demander la suspension de la décision tant que la décision d'appel n'est pas prise. Donc ça va être la première chose intéressante. Il faut savoir que statistiquement, la plupart des décisions de la Cour de justice européenne a été de laisser en l'état et donc de ne pas suspendre la décision. Donc quelque part, ils vont devoir payer leur amende, ils vont devoir donner la documentation dont Brice parlait et vendre Windows sans Windows Media Player si effectivement la Cour de justice ne suspend pas la décision. Et d'autre part, ils ont dit aussi qu'ils vont continuer à discuter avec la Commission pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver un accord finalement par rapport à ça. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, comme Brice le disait, c'est assez tard. Et c'est souvent le problème de ce genre de procédure, c'est que ça dure très très longtemps, et pendant ce temps-là, le marché est occupé. Oui, parce qu'il faut bien expliquer une chose, c'est que 497 millions de dollars, ça n'est même pas 1% des réserves financières de Microsoft. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque chose qui les pénalise, vous dites, ouh là là, c'est cher, beaucoup d'argent, finalement, c'est assez peu cher payé par rapport aux parts de marché et à la position dominante qu'ils ont acquis grâce à ces pratiques. Donc quelque part, l'amende, ça paraît être un montant élevé, énorme, comme ça, mais ce n'est pas proportionné à la position qu'ils ont acquis. Donc finalement, ce n'est pas une grosse amende. Ce qui va vraiment être un problème pour Microsoft, c'est le fait que, à partir de maintenant, les entreprises qui avaient un litige avec Microsoft en les accusant de les empêcher de faire quelque chose et d'utiliser leur position dominante, par exemple d'utiliser une fondation pour offrir des licences gratuites dans l'enseignement qui permet d'un autre moyen d'occuper le marché, de faire que personne d'autre ne peut proposer d'operating system ou de logiciels concurrents. Ce genre de pratique-là, maintenant, il va y avoir des gens qui vont pouvoir les attaquer dessus et avoir une chance de gagner, une toute petite, puisqu'il y a quand même quelque part une jurisprudence, on va dire ça comme ça. Il y a un cas qui a été jugé. Oui, et puis voilà. Mais elle est quand même, faut savoir que la jurisprudence est quand même limitée à 2 cas extrêmement précis, donc elle n'est pas exportable complètement. Il y a effectivement un certain nombre de litiges qui sont en cours contre Microsoft. Il y en a d'autres qui ont lancé maintenant le problème du lien immédiat entre le fait qu'on achète un PC et que Windows est déjà installé dedans, etc. Donc il y a toute une série de litiges en cours. Je ne crois pas qu'il y ait nécessairement une extension de cette décision-ci dans les autres litiges qui ne sont pas nécessairement liés aux mêmes décisions. La question, c'est qu'effectivement, psychologiquement, c'est important. Je crois que la Commission européenne a voulu marquer le coup quelque part, et en particulier le commissaire de la concurrence. Maintenant, il faut savoir que c'est le commissaire européen qui a le plus perdu de litiges en matière de concurrence à Luxembourg. Ouais. Donc, le débat est ouvert, on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas le temps d'en parler des heures. Je suis désolé de vous couper, hein, mais voilà. La suite au prochain épisode. Sur cybercafé.tv, parce que là, on peut en parler autant que vous voulez. Il fait magnétoscope, il fait lecteur de DVD évidemment, graveur de DVD, il fait chaînifi. Philippe, on va bientôt pouvoir lire le contenu de son PC, le contenu multimédia, sur sa télé. Non, on peut déjà le faire. On peut déjà le faire. Il existe déjà des appareils qui le permettent, comme par exemple Packard Bell Media TV,
qui est un appareil qu'on branche en fait tout simplement sur sa TV et ou sur sa chaîne IFI et qu'on branche par réseau à ce moment-là, donc avec un câble réseau, donc avec fil, je précise bien, sur son PC. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le PC qui peut être dans une autre pièce? Le PC qui peut être dans une autre pièce, si on a un réseau, si on tire un câble ou quelque chose comme ça, ça en fait un peu comme on veut, mais il faut absolument qu'il y ait un câble sur ce modèle-ci en tout cas, ça vaut 250 €. Alors quand il est branché, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres ta télé, tu ouvres ton PC, et avec une télécommande, tu peux commander en fait la lecture sur ta télé de contenu multimédia que tu as sur ton PC. Donc de la vidéo, des DivX, des photos, des MP3, des MP3, du WMA, absolument. Tout ça, tu peux C'est quoi le WMA? C'est le Windows Media Audio, le format audio de son de Windows. Ah oui, ok. Voilà. Mais donc pas de clavier, pas de souris avec toi? Juste une télécommande. Est-ce que plusieurs utilisateurs qui ont un appareil comme celui-là, donc le papa, la maman, le fils, ont chacun leur télé, peuvent le raccorder au même PC? Est-ce que le même PC peut diffuser? Il faut un routeur à ce moment-là, donc ça demande une utilisation puisqu'il y a plusieurs entrées réseau qui sont nécessaires à ce moment-là. Bien sûr, mais imaginons qu'on ait un switch avec plusieurs entrées réseau. C'est possible. Est-ce que le PC peut jouer plusieurs DivX? Il peut jouer plusieurs DivX, effectivement. Donc le décodage DivX se fait dans l'appareil? Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est juste le fichier qui est envoyé. Voilà, c'est juste le fichier qui est envoyé. Là, tu parles de la connexion avec fil. Est-ce qu'il y a des produits sans fil? Évidemment, il existe des produits sans fil. Des produits Wi-Fi? Des produits Wi-Fi, il en existe beaucoup, et notamment le Pinnacle Show Center, qui ne vaut que 50 € de plus que ça, en fait, et qui permet exactement la même chose, sauf qu'il est en Wi-Fi simple, on va dire, c'est-à-dire 11 mégabits par seconde de transmission. Alors, il faut préciser... Est-ce que ça suffit, par exemple, pour voir du MPEG 2? Alors, pour voir du MPEG 2, qui est la qualité DVD, c'est un peu juste, effectivement. Il faut avoir un très bon PC et il ne faut pas être trop loin parce que la liaison n'est pas toujours géniale. En revanche, pour du MPEG 4, donc du DivX, pour du MPEG 3, pour du MP3, etc., il n'y a aucun problème. Bien sûr. Voilà. Mais alors, ça c'est l'actuel, mais l'avenir. Alors, l'avenir, il y a une version améliorée chez Philips, par exemple, qui, elle a le Wi-Fi, le 2, si on veut, mais le Wi-Fi 802.11.g, qui permet d'aller à 54 mégabits. À 54 mégabits par seconde. Et à ce moment-là, on peut lire effectivement sans aucun problème du MPEG 2, donc de la qualité. Et cet appareil-là a un petit écran? Alors, il a un petit écran, c'est-à-dire qu'il se présente comme un lecteur DVD, en fait, un gros lecteur DVD. Et il a un petit écran LCD qui permet, sans allumer la télé, parce que ceci, en fait, il faut absolument, quand on veut écouter du son, regarder la vidéo, des photos, il faut avoir son écran allumé. Pour l'image, c'est évident. Sinon, on voit rien, on sait pas quel... Voilà, mais pour le son, on pourrait se dire qu'on peut s'en passer. Eh bien, avec le Philips, on peut s'en passer, parce que là, il y a un petit écran qui permet de piloter la lecture des MP3 qui se trouve donc de nouveau sur le PC à 50 mètres ou quelque chose comme ça dans la maison. Alors, Philippe, pour ceux qui sont des lecteurs de magazines français, on entend beaucoup parler des PC Windows XP Media Center Edition 2004. Alors, donc en gros, ce sont des PC qu'on met dans son salon et qui permettent de faire magnétoscope numérique avec le PG, qui permettent de graver des DVD de séries télé que tu as vues, d'écouter des MP3, tes photos, tout ça sur ta télé. Alors pourquoi en Belgique on ne les voit pas? Parce que Microsoft, en tout cas, pas décidé pour l'instant. J'ai encore téléphoné ce matin chez Microsoft, ils ont dit non, on n'a pas encore de date prévue, c'est un gros succès ailleurs. The Windows XP Media Center PC lets you take control of your TV viewing experience. By recording TV directly to the hard drive, personal video recording lets you watch your favorite programs when and how you want. Je vais appeler Bill, moi, tu vas voir, demain c'est commercialisé. Ah ben appelle Bill, effectivement, ça nous aidera. Mais il y a un magasin en Belgique, effectivement, qu'un lecteur d'un certain magazine a pu trouver, qui s'appelle cnb.be, et là, ils le vendent effectivement à 1700 €. Ils ont une cinquantaine d'exemplaires, semble-t-il. Mais sans le PG, puisque le service de grille des programmes n'est pas encore disponible. N'existe pas. Par contre, on peut déjà enregistrer donc, des programmes TV sur son disque dur et des choses comme ça. Donc ça, c'est le futur, j'irai dans quelques mois, et c'est déjà le présent dans d'autres pays très lointains, comme la France, par exemple. Et alors, mais il y a encore des nouvelles technologies qui arrivent, et notamment ces PC Windows XP Media Center Edition 2004 auront des petits périphériques, et moi j'ai entendu parler surtout de la Xbox. Oui, la Xbox, effectivement, en fait, à côté du Media Center, si on considère que ce PC-là n'est pas dans le salon, mais est dans la chambre ou dans le bureau, on peut avoir un Media Center Extender qui se branche sur la TV et qui fait la même chose que ça. C'est un relais, effectivement. Mais en fait la même chose que ça. La différence, c'est que soit c'est une boîte comme ça, soit c'est un module qui s'intègre dans la Xbox, du coup c'est un bon moyen pour vendre des Xbox aussi, pour Microsoft, ou l'avenir carrément dans la télé, donc intégré dans la télé. Donc ça veut dire qu'il y a des fabricants de télé qui vont probablement l'intégrer directement dans la télé. Alors encore plus loin dans le futur. Encore plus loin. Toujours plus loin. Intel. Intel, vous vous débarrassez complètement. On oublie tous ces PC, il n'y a plus, voilà, le PC, la chaîne IFI, le DVD, le magnétoscope, on vire tout. Non, le PC bureautique vous le gardez, mais tout ce qui est chaîne IFI, tout ce qui est à côté de la télé, vous vous débarrassez de ça et vous mettez un PC à côté. Et ce PC-là fait tout à la fois. Donc il fait magnétoscope, il fait lecteur de DVD évidemment, graveur de DVD.
CD, il fait chaîne-hi-fi, amplificateur suivant les composants qu'on lui donne. Ça s'appelle l'Entertainment PC. Ce sera disponible vraisemblablement en fin de cette année. Et en 2005, mieux encore, Intel sortira une puce, un processeur qui s'appellera Sando, qui sera un processeur PC-TV, c'est-à-dire qu'il aura un tuner TV intégré. Dans la puce? Dans la puce directement. Donc il n'y aura plus besoin, comme actuellement sur les PC, d'avoir une carte TV tuner. Eh bien, face à tout ce déferlement, Philippe, on peut se poser une question, mais que fait Apple? Parce que Apple, la société qui est connue pour être leader du multimédia, eh bien non, vraiment j'interroge et je pose la question, si vous avez des informations, postez-les sur le site cybercafé.tv, parce qu'on ne comprend pas tous ces PC qui se connectent à la télé, et pour nos Mac, qu'y a-t-il? C'est à la fois un jeu vidéo, un manga, un film d'animation et une série TV. Deuxième apparition du Gilles National pour... .hack Infection. Qui n'est pas une infection. Non, ça parle d'une infection d'un virus informatique, mais en fait c'est un jeu qui était sorti il y a 2 ans au Japon et qui vient seulement d'arriver chez nous. On sait bien que le Japon est un peu l'Eldorado pour les fans de jeux de rôle, et ici il arrive enfin chez nous parce que c'était vraiment quelque chose d'important là-bas. Le principe de .hack, ce n'est pas seulement un jeu, c'est à la fois un jeu vidéo, un manga, un film d'animation et une série TV. C'est un art de vivre, c'est un univers en soi. C'est un univers. Et c'est vraiment un concept original. C'est un concept original. En fait, le principe, c'est tout est basé sur un jeu massivement multijoueur en ligne, donc un jeu de rôle. Qui est faux. Voilà, qui est faux, puisqu'en fait, on donne l'illusion d'être en ligne sur sa PS2, qui n'est absolument pas en ligne dans ce jeu-là. Donc, ce qui est pas mal, c'est que beaucoup de jeux fonctionnent de la sorte, mais de façon réelle sur les serveurs. Et ici, tout a été basé pour faire croire à ça. Tout est bidon, en fait. Tout est bidon, mais ça marche très bien, parce qu'en fait, donc t'es faux joueur. Oui, en fait, quand on arrive dans le jeu, on débarque sur sa boîte email. On peut lire des mails sur l'univers réel basé sur le jeu, on est plus ou moins en 2007. Et on a la possibilité de rentrer dans le jeu, démarrer le jeu qui s'appelle l'univers, c'est The World. Donc le scénario est vraiment assez fin, quoi. Oui, qui a fait ce scénario? Oui, en fait, ils ont vraiment été chercher les maîtres japonais en la matière. C'est le scénariste du premier Ghost in the Shell et de Pat Labor 2. Donc il y a vraiment quelque chose de très dense. Et quand on rentre dans ce jeu en ligne, tout est fait vraiment pour y croire. Donc comme dans tous les RPG, on rencontre des joueurs qui se baladent partout en courant dans tous les sens. Comme on voit toujours, des gens qui disent « Oh super ton armure » et puis qui partent. Et donc on a vraiment l'impression d'y croire. Et progressivement, on découvre la base du scénario, c'est qu'on rentre dans un monde en ligne où il y a pas mal de joueurs tombent dans le coma de manière inexpliquée, dans la vie réelle, hein, pas dans le jeu. Les faux joueurs, quoi. Les faux joueurs. Donc c'est une belle surprise, même si de prime abord, quand on voit la technique de ce jeu-là, vu qu'il a déjà 2 ans d'âge et qu'à la base c'était quand même pas très beau quand c'était sorti. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé si tard? Graphiquement, c'est pas... Graphiquement, c'est pas terrible, mais une fois qu'on arrive à passer au-delà de ce simple fait, on découvre vraiment un univers très dense et le joueur aura tout loisir d'aller chercher des informations parallèles dans les mangas, dans la série TV, qui va bientôt être diffusée ailleurs. Sur Eochain. Voilà. Bref, c'est vraiment dense et une fois qu'on aime cet univers, on en a vraiment pour... Mais pourquoi c'est sorti si tard chez nous? Parce qu'en fait, beaucoup de jeux japonais ne sortent quasi pas chez nous, et ici donc il y a une version européenne traduite spécialement pour ici. On peut imaginer s'ils ont dû traduire les séries télé, obtenir des accords de diffusion, traduire le film, traduire, il y a énormément de texte dedans, et puis il faut aussi que le marché soit prêt. C'est-à-dire que par exemple un jeu qui fait des allusions au monde des jeux massivement multijoueurs, en Europe les jeux massivement multijoueurs, ça fait très peu de temps qu'ils existent. Donc tu vois déjà... Il faut que les gens soient habitués à ces univers. Oui, ça, il faut qu'ils comprennent de... Et puis c'est bien amené aussi puisque en fait l'histoire ça parle du monde de l'internet qui est piraté par un virus qui arrive à limiter toute la toile mondiale à un seul serveur. Ce serveur-là prend progressivement le dessus et sur ce serveur se trouve le fameux jeu The World. Donc tout ça est vraiment bien amené et d'autant plus que pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier des imports des mangas et du film, dans ce premier épisode, puisqu'il y en aura 4, on trouve l'OAV basé autour de cet univers-là. Alors quand on lit les magazines de jeux vidéo, il y a des gens qui critiquent un peu ce jeu. Est-ce que les joueurs occidentaux comprennent ce jeu? Est-ce qu'il n'est pas un peu
trop oriental, décalé. Quoi. Ouais, bah, la difficulté, c'est justement de passer par rapport à tous les a priori qui tournent autour de ce soft-là, au vu de la concurrence, puisque, je veux dire, elle est quand même assez bien fournie pour l'instant. Mais en tout cas, pour celui qui cherche un jeu de rôle particulier, dans une ambiance plus profonde, avec un vrai scénario, qui aura envie d'en savoir plus, il pourra aller bidouiller dans les forums, dans les faux forums et tout ça, dans tout ce qui est tramé autour du jeu. Et là, ça devient vraiment le bonheur. Et puis ce qu'on trouve, c'est un vrai RPG, un dungeon RPG, donc très stéréotypé, mais c'est vraiment très savoureux. Un bon RPG pour les hardcore gamers, on en aura 5 à gagner à la fin de l'émission. Nous, on se retrouve juste après la publicité avec les mini PC, que faire pendant les congés, et puis un petit livre avec Renaud. À tout de suite. Il va pas vous livrer Monica Bellucci par la poste. Pendant les vacances, on peut bien sûr lire des petits magazines, comme on vient de le voir, et on peut aussi faire d'autres choses, Sylvie. On peut regarder la télé. Et même participer, être dans le public grâce à accèspublic.com. Si vous rêvez de participer à Star à domicile, pleurer avec la belle Flavie. Des trucs forts, quoi, des genre Bataille et Fontaine, quoi. Des Écoutez, trucs, par exemple, l'histoire de ce perroquet anorexique dans Ça se discute. Si vous voulez participer donc à ce genre de public, ou être même une figure du PAF. Voilà, ou même témoigner. Eh bien, vous pouvez aller sur accèspublic.com. C'est pas la même chose qu'avoir, par exemple, un paf dans sa figure, tu vois. Voilà, un paf sous ton pif aussi. Un gros pain aussi, on dit, mais bon, donc ça c'est la culture. Et si vous allez sur ce site, vous pouvez vous inscrire. Ça change des numéros payants 0, 900, etc. Oui. Là, c'est une inscription en ligne gratuite. Ouais. Elle est détaillée. Vous avez une fiche personnelle avec vos goûts. Et peut-être qu'un jour, vous participerez soit dans le public, soit en tant que témoin. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a pas mal d'annonces de casting. Ça fera plaisir à tous les comédiens ou tous ceux qui auraient voulu être un artiste. Il y a plein d'annonces. Comédien et aller faire faussement il couche avec mon chien, c'est mal. C'est pas. Je crois que c'est pas super gratifiant. C'est pas moi qui couche avec son chien. Je non, des choses pareilles n'existent pas. Ce sont des imaginations collectives. Ça ne peut pas exister. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller sur le site. Et puis, si vous rêvez de participer à des vraies émissions culturelles comme Fort en tête, bonnes émissions de la RTBF, vous allez sur laune.be. Il n'y a pas de fenêtre générale pour s'inscrire dans toutes les émissions de la RTBF, mais vous allez sur la page web de chaque émission, que ce soit Seul contre tous ou chez Thomas Vanham, dans Chacun son histoire, si vous voulez témoigner. Par exemple. Racontez vos histoires. Un autre petit site pour les vacances. Cinéma, Ciné News, dont fait partie notre ami éditeur. Oui, qui est un des chroniqueurs de Cybercafé. Donc un nouveau site cinéma qui se lance, puisque tu sais sans doute que Cinéguide et Cinébelle, les anciens du monde du cinéma, ont été tous rachetés, fusionnés. Donc il n'y avait plus qu'un seul cinéma, et ça fait du bien de voir un nouveau site cinéma. Ciné News, c'est un nouveau site qui n'a rien non plus de magique. Hein. Il ne va pas vous livrer Monica Bellucci par la poste. Donc vous avez, comme dans tous les sites sur le cinéma, les critiques, le top de la semaine, les films à venir. Assez sympa, les horaires selon les cinémas. Les grands, les moyens et les petits, ceux qui résistent. Et ce qui est assez amusant, c'est que lorsque tu as sélectionné un cinéma, il se met automatiquement dans le menu de gauche, de manière à ce que quand tu retournes sur le site, automatiquement, tu as un lien vers les cinémas où tu as l'habitude d'aller voir les films. Ton petit cinéma Nova, par exemple, à toi que tu adores, eh bien, tu sens un petit peu chez toi quand tu vas sur ce site. Un site sur lequel il y aura bientôt, d'ailleurs, toutes les bandes annonces des films en streaming. À venir, oui. Existantes et à venir. D'ailleurs, en parlant de petit streaming, on a sélectionné un petit lien. Donc, il s'agit de deux geeks qui s'ennuyaient sans doute pendant leur congé scolaire et qui ont fait quelque chose d'assez amusant. On regarde ça On regarde ça.
C'est pas mal, hein, Brice. Moi, je te... Ok. C'est pas mal, moi, je te vois bien faire ça sur du Hervé Villard. Je te vois bien devant ton écran. Celui de droite à l'avant-plan te ressemble assez. Avant que tu deviennes une star, tu vois, quand tu mets ta mèche comme ça. Effectivement, quand tu avais encore des cheveux, c'est des... Oui. J'ai toujours... Il y a quelque chose. C'est son frère caché. Mais Raphaël n'a jamais été geek, je tiens à le dire. Non. Je suis témoin, il n'a jamais été geek. En devenir, en passant par Muriel. Wow. Oui. Brice m'influence un petit peu, il faut l'avouer. Alors, si vous vous ennuyez pendant les vacances, Oui. on peut peut-être proposer à nos chers téléspectateurs de faire quelque chose d'aussi ou d'encore plus amusant. Ouais. Et vous balancez ça sur mon adresse. Hein, vous allez sur cybercafé.tv, vous cliquez sur contact. Voilà. Et puis hop. Et là, hop, vous balancez vos vidéos comiques à Raphaël dans sa boîte mail à la RTBF. Ça va être génial. Ça va péter. N'hésitez pas à loader les mégabytes. L'ambiance Vietnam est quand même assez bien retranscrite. Yves, un petit jeu de bataille encore. Oui, Un FPS. Un FPS qui s'appelle Battlefield pas 1942. 1942, c'était la première version qui était sortie il y a 2 ans et aujourd'hui c'est Battlefield Vietnam. Donc ça c'est la suite. C'est la suite, c'est une sorte de belle grosse mise à jour de la première version. Bien réalisé ou pas? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que le moteur graphique est plus ou moins le même avec de nombreuses améliorations. Il y a beaucoup plus d'objets qui sont affichés à l'écran et les cartes sont beaucoup plus fournies. Il y a de la végétation. Tu peux voler. Ah oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des cartes assez grandes. Et donc, il vaut mieux quand tu es au volant d'un... Il vaut mieux être au volant d'un engin. Donc, tu as des engins terrestres, des engins maritimes également, et surtout des engins aériens. Donc, tu as notamment les avions qui existaient déjà dans Battlefield 1942, mais tu as également, grosse nouveauté cette fois-ci, des hélicoptères. Qui sont vraiment les... Oh, c'est pas mal ça. Bah oui, le Vietnam, qui dit Vietnam. Bah oui, qui hélicoptère. Avec Beethoven. Exactement. Oui, tout à fait. Non. Parce que oui, c'est fabuleux. Quand tu joues par exemple le Viet Cong, le Vietnamien qui est là dans ses tranchées, et puis tu vois au loin les hélicoptères qui approchent avec la musique qui démarre tout doucement. Ça va être impressionnant. Ça fout les boules. Est-ce que tu peux commencer à creuser un tunnel? Ça dépend des classes de personnages. Il y a des classes de personnages qui sont plutôt fortement armés et d'autres qui sont plus techniciens, qui peuvent creuser des tranchées et poser des bombes, des mines. Ils ont des outils. Est-ce que tu peux mettre sur ton casque le paquet de clopes? Non, pas exactement. Ça ne va pas si loin dans le détail, mais c'est quand même. L'ambiance Vietnam est quand même assez bien retranscrite, notamment et surtout vraiment grâce à la bande son. Parce que quand tu joues par exemple les Américains, dans la Jeep, tu as une radio, tu peux passer de morceau en morceau. T'as toutes sortes de morceaux de radio de l'époque, mais des vrais morceaux, quoi. Donc pas des ressucés aujourd'hui, vraiment les morceaux originaux. Quoi. Alors. Donc il y a aussi des tanks, mais qui sont nettement moins importants que dans la première version, parce que ici les cartes sont beaucoup plus petites, et donc il y a beaucoup plus de... Comment dire, il n'y a pas de grande surface que tu peux pilonner, quoi. En plus de ça, les hélicoptères font un peu le contre-pied des tanks qui sont là pour détruire les tanks eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est facile de piloter l'hélicoptère dans le jeu? Parce que dans la réalité, c'est pas évident. Quoi. Oui, écoute, dans le jeu non plus, c'est pas super évident. D'ailleurs, là, on voit que je viens de me gaufrer la main. En fait, je suis plus un pilote d'avion que d'hélico, parce qu'il y a un problème d'assiette comme ça. Enfin, il faut un peu s'y habituer, mais finalement, le gameplay est vraiment bien fait. Et après quelques minutes de jeu, ça alors, tu peux jouer soit contre les Vietnamiens, soit contre les Américains. Voilà, tu peux jouer les deux camps. Sans différence. Ceci dit, il n'y a des musiques que pour le côté américain. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas des musiques folkloriques vietnamiennes Non, malheureusement non. Si on a eu joué la première version, celui-là c'est un plus ou bien alors en fait, c'est un jeu qui est essentiellement quasi uniquement multijoueur. Il y a bien un mode solo dans le jeu, mais c'est ce qu'on appelle du skirmish, c'est-à-dire c'est une reproduction du multijoueur contre des robots. C'est un peu regrettable justement, il n'y a pas vraiment de scénario qui te permet en solo de découvrir le jeu, et donc ce n'est que du multijoueur. Donc si tu as aimé le premier Battlefield que tu y as joué, et que tu continues à vouloir jouer à ce genre de jeu, tu vas passer obligatoirement... Est-ce qu'il y a une grosse communauté de joueurs qui jouent? Tout à fait, il y a vraiment une énorme communauté de joueurs autour de ce jeu-là. Déjà sur Vietnam?
Ça commence tout doucement, il vient à peine de sortir. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que sur le premier, il y a eu beaucoup de modes, ce qu'on appelle les modes, les modifications de jeu, qui justement ont donné une vie constante à ce jeu, puisqu'il y avait tout le temps de nouvelles versions. Il y a justement un mode qui s'appelait Eve of Destruction, qui était un mode pour le Battlefield 1942 et qui parlait déjà du Vietnam. C'est un peu dommage pour les gens qui sont des gens qui ont fait ça bénévolement, finalement, qui ont leur travail repompé un peu par les éditeurs originaux. Mais bon, là... L'idée s'imposait, quand même. L'idée s'imposait de toute façon. Pour conclure, est-ce que c'est un bon jeu? T'as apprécié de jouer à ce jeu? Oui, j'ai vraiment apprécié. C'est un bon jeu. C'est un peu dommage pour lui qu'il arrive après des titres comme Far Cry qu'on avait présenté il y a 15 jours, qui a mis la barre très très haut. Et aujourd'hui, le moteur accuse tout doucement ses 2 ans d'âge. Mais il n'y a pas que ça qui fait le plaisir du jeu, donc il y a aussi le gameplay. Et là, c'est un gameplay qui est irremplaçable. C'est un gameplay qui tue, on va dire. Tout à fait. Amis multijoueurs, à vos souris, et nous aurons 5 exemplaires de ce jeu à vous faire gagner en fin d'émission. Merci. Il y a aussi le bouquin de Jacques Pelon. J'allais le manger. J'allais là depuis 4 jours. Je l'ai mangé la coupe et tout est craqué. Pelon, c'était un peu. Dans 4 minutes, Tu es le seul à l'avoir, on veut savoir ça. Moi j'en ai demandé un, il m'a dit qu'il en avait. Il faut absolument que je fasse plaisir à Brice et qu'on mette un maximum de gadgets dedans. Si tu fais Brice, on est à l'antenne. Ah, attends, je termine de lire mon Mais tu lis quoi, là? Mais, mais voilà, tu lis le net, etc. Juliette, etc., un magazine. Et figurez-vous que ce magazine, en dehors d'être mon magazine culte, que je lis d'un bout à l'autre, c'est surtout le magazine dont s'occupe Philippe D'autrebande, qui a une deuxième Monsieur le rédacteur en chef. Et oui, il ne fait pas que Cybercafé, le reste de la semaine. Il est rédacteur en chef de ce magazine. Il est, oui. Alors, finalement, tu as une vie, quoi. J'ai une vie en dehors de Cybercafé. Et alors, j'ai remarqué qu'on était à la version 3.0 comme Cybercafé. Comme Cybercafé. On est synchro. On est synchro, tout à alors, fait. nouvelle formule, Philippe, avec une nouvelle mise en page. Voilà, le magazine existe maintenant depuis 2 ans et demi, c'est le numéro 30 effectivement, et on s'est dit que c'était l'occasion de faire enfin une vraie remise à plat et de faire une nouvelle formule. Et alors, tu as pensé à moi parce qu'il est plein de gadgets. Voilà, évidemment, je me suis dit, il faut absolument que je fasse plaisir à Brice attitude. et qu'on mette un maximum de gadgets dedans. Oui, parce que c'est chaque fois que je te disais, j'ai déjà vu le truc dans le j'ai déjà tout. vu. Maintenant, tu as trouvé le truc. Voilà, maintenant, en fait, on a un rubricage du magazine en 8 parties, avec les PC périphériques, avec les GSM PDA, avec son vidéo, photo vidéo. Et à chaque fois, elle a une couleur, comme ça. Et à chaque fois, une couleur de référence pour qu'on s'y retrouve. Voilà. Jeux vidéo, voilà. Mais bon, on a aussi une palette complète et il y a beaucoup plus d'infos qu'auparavant, en fait, avec ces pages d'actualité et beaucoup plus de gadgets. Et toujours autant de trucs et astuces pour les gens qui sont un petit peu débutants, qui veulent... Comme moi. Voilà, ou redécouvrir, parce que même quand on n'est pas débutant, il y a parfois des trucs et astuces qu'on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr. C'est vrai qu'il y a des trucs intéressants de temps en temps, mais c'est beaucoup Windows, il y a très peu sur le Mac. Il y a très peu, il y a de temps en temps sur le Mac, effectivement, et bon, désolé Brice, mais on respecte un peu quelque part la part de marché de Mac, et donc, malgré tout, on s'intéresse quand même au Mac, mais c'est vrai, pas autant qu'à Windows. Et pour clôturer, on peut dire qu'il y a aussi un nouveau site, etc. Voilà, .be. Et d'ailleurs, si on a acheté le magazine, je tiens à dire, c'est la première fois que je voyais ça, donc je tiens à dire, dans le magazine, il y a un code que je ne peux pas vous donner. Ah bah non. Mais c'est quand même un code qui commence par 5, qui termine par 2. Non, on ne dit pas. Donc il y a un code dans le magazine et avec ce code, on peut trouver des infos secrètes. Voilà, on a des infos supplémentaires, on a tous les liens par exemple, on peut participer au concours pour le jeu du mois et des choses comme ça. Et alors, ce magazine, il se trouve en kiosque partout, hein? Il se trouve partout en kiosque, absolument, ça coûte 3,95 €. 3,95 € et je tiens à le dire, c'est le moins cher du secteur. Je lis en entier, c'est franchement en Belgique, on peut dire que c'est le meilleur magazine de technologie. Voilà, c'est le numéro 1 d'ailleurs. Voilà, donc si Brice arrive à lire ça en entier, hein, alors que lui, il achève en général pas les articles, parce que dans les magazines qu'il prend, il y a que des photos. Il regarde que les images, oui. Voilà. Hein. Non, je regarde les femmes qui tiennent les objets. Oui, c'est ça, dans les magazines avec des petites oreilles. Avec des lapins. Voilà, c'est ça. Il n'existe plus, il a fait faillite, tu sais ça? Non. Ah si, ça n'existe plus, avec les petits lapins. C'est pas grave. Philippe, merci. Merci, à bientôt. bientôt. Alors, on en a quelques-uns à offrir à nos spectateurs? Oh, une dizaine. Ouais. Mot de passe? Un petit mot de passe, vas-y. Mot de passe? Mot de passe, Troubignou. Troubignou, voilà, Troubignou, www.cybercafé.tv, Troubignou. Troubignou. Il venait de boire un verre d'eau, il s'est étouffé avec un bout de persil qui était tombé de son sandwich dans ce verre d'eau. Il a failli rester le pauvre et heureusement l'infirmière Samantha Bebop qui était justement là, l'infirmière du groupe Hell de Speaking Son, formidable groupe qui a vu son chanteur décéder en 1974 suite à un accident d'avion alors qu'il écoutait l'album de Speak and Clock, l'album Speak and Clock sorti en 84. Je vous rappelle qu'on est en 79, il l'écoutait déjà. Jusqu'ici, quand on avait annoncé ce genre de jeu, on se dit ça ne marchera jamais. Une exclusivité Cybercafé, Gilles. Avec Project Breakdown.
un jeu qui vient de sortir au Japon, qui s'annonce en début juin chez nous, qui a pour ambition de révolutionner les jeux à la première personne. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux dans lesquels on voit le personnage principal manger un hamburger. Ouais, parce qu'en fait, sans parler du fait qu'il va le vomir. On y vient. En fait, l'histoire, c'est qu'on incarne Derrick Cole. Je sais pas, il tient ça de Derrick Cole ou de Derrick, je ne sais pas. Derrick Cole. Et un soldat américain sur lequel on a eu des petites expériences génétiques. Il va pas très bien, il se réveille, il est un peu dans le coltard. Et donc tout est vu à la première personne. Donc on le voit allongé sur un lit d'hôpital, on voit ses pieds. Et jamais on voit son visage alors? Non, jamais. Si. Il y a un moment, parce qu'en fait le jeu est divisé en deux types de phases, c'est-à-dire un FPS, donc avec une arme au poing, et un jeu de combat façon Tekken. Donc ça c'est pas mal, parce que jusqu'ici, quand on avait annoncé ce genre de jeu, on se dit ça ne marchera jamais. Je veux dire, beaucoup s'y sont cassés les dents. Et ici, ça donne vraiment bien, puisque on est complètement déboussolé. Par exemple, dans un combat, quand le joueur se Et là, il faut faire des combos et des mouvements spéciaux pour gagner. Mais quand on se prend une mandale en pleine poire, on voit la caméra partir en vrille. Donc c'est assez déboussolant. Et jusqu'ici, ça s'annonce pas mal. Le scénario n'est pas génial, évidemment. Mais en tout cas, la réalisation est bonne. Et en tout cas, on est heureux de voir qu'il y a des gens qui prennent quand même des risques avec un certain type de jeu sur Xbox. Enfin, du nouveau dans les first-person shooters, parce que ça n'évolue plus beaucoup depuis quelques années. Là. Donc c'est assez audacieux, on attend la suite. Ok. Super, eh bien ça sortira donc en juin, soyez patients, on vous en reparlera. Il est maintenant toujours 17h58, nous n'avons toujours pas d'appel, peut-être nous allons nous changer de débat. J'appelle tout de suite le directeur d'antenne. Tout cela se fait en direct évidemment sur Culture, car je suis seul. Nous ne pouvons malheureusement pas changer de débat sur Culture. Je vois que tu as quelques lettres, Brice, ça me réjouit tout à fait. Comme chaque semaine, Renaud nous apporte son panier de fruits culturels. Oui, je viens combler ce manque culturel effrayant par la lecture d'un ouvrage tout à fait passionnant. C'est l'un des meilleurs que j'ai lu au cours des 6 derniers mois, de Céline Lafontaine, L'Empire cybernétique. Un prénom et un nom prédestinés à devenir écrivain. Céline Lafontaine, c'est beau quand même. Je vois que tu as quelques lettres, Brice, ça me réjouit tout à fait. Quelques. Donc Céline Lafontaine nous emmène dans ce merveilleux voyage qui est l'histoire de la cybernétique et de la théorie de l'information. D'où vient ce mot cyber Alors, on y apprend évidemment parce qu'elle nous retrace à travers les différentes périodes qui démarrent en 1946 par la publication de l'ouvrage sur la théorie de l'information et l'ouvrage fondateur, créateur du mot cybernétique par Norbert Wiener, dans lequel il explique ce que c'est la cybernétique, qui est finalement c'est la théorie de contrôle de l'information et les différentes manières d'utiliser cette information. Alors où Norbert Wiener trouve les racines de cette idée fantastique, c'est dans les théories behavioristes du début du siècle qui ont foisonné aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on considérait que finalement l'homme était régi par des comportements et pouvait s'adapter, était une forme de boîte noire, de black box. C'est pas du tout un mot nouveau comme on pourrait le penser. Non, c'est un mot qui a déjà une 50aine d'années d'histoire et qui finalement s'est retrouvé dans tous les ouvrages de science-fiction, que ce soit ceux de Kadik et des autres, et qu'on retrouve de manière courante dans notre vocabulaire quotidien. Tu parles de cyberspace, cybercafé. Ou je viens à la soirée, j'amène 6 bières. Voilà, dans ce cas-là. Ou, par exemple, tu parles de cyborg, on voit énormément de publications, de magazines sur la manière de construire ses propres robots. On a vu maintenant, il y a des salons de robotique extrêmement poussés. Les Japonais sont hyper en avance par rapport à un monde où les cyborgs auraient une place prépondérante. Et ce qui est tout à fait intéressant, et je trouvais ça passionnant, c'est de montrer que la Belgique n'avait pas été en retard dans le monde de la théorie de l'information. Non, parce que déjà en 1956, à Namur, il y avait un congrès de cybernétique où se retrouvaient l'ensemble des acteurs du monde économique, que ce soit médecins, biologistes, juristes, ingénieurs, informaticiens, pour réfléchir à la signification de cette grande transformation de la société. À telle enseigne qu'on compare dans Norbert Wiener que la cybernétique a une forme de renaissance, comme la Renaissance, et Norbert Wiener a un Darwin.
Donc, il est incontournable dans le monde de la théorie de l'information. C'est, je dirais, un emblème, c'est une icône de tout ce mouvement. Cela dit, c'était un théoricien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les machines pour démontrer ce qu'il imaginait, en fait. Non, il n'y avait pas encore les machines, parce qu'on était tout au début de l'ère de la théorie de l'information, mais il a formalisé toute cette idée qui a été reprise ensuite par Feynman, parce qu'il a écrit un ouvrage à Feynman, qui est le grand-père des jeux, parce que c'est lui qui a écrit l'ouvrage fondateur des jeux, la théorie des jeux, qui a une influence fondamentale en économie et même dans les jeux vidéo, dans les jeux que Tetris, etc. Donc on voit, lorsqu'on lit cet ouvrage, qu'il y a tout à fait une démarche cohérente et que le monde dans lequel nous évoluons, cette mondialisation de l'information, Internet, n'est pas un hasard, a des fondements théoriques et sociologiques. Pour conclure, est-ce que moi qui rentre petit à petit dans l'univers cybernétique, est-ce que je peux lire ce livre? Je dirais, il s'adresse à moi aussi? Ou alors il faut avoir un background? Non, il ne faut pas du tout de background, étant donné qu'il est extrêmement pédagogique et qu'il retrace une histoire. Donc quelqu'un de ton acabit peut tout à fait le lire et en tirer moult informations et les partager avec tout le monde, partager cet enthousiasme et finalement comprendre de quoi il s'agit, la manière dont on utilise différents termes. Ben, une fois de plus, je repars avec et je le démarre tout de suite. Bon, on t'interroge la semaine prochaine. D'accord. On fait un petit quiz. Je suis déjà page 79. Alors Brice, depuis les studios de Pure FM, une émission qui se termine. Et qui se termine bien, et en direct en plus. Alors Brice, que fais-tu pour tes vacances de Pâques? Je chasse les œufs. Eh bien, formidable. Et si vous, après avoir chassé vos œufs, vous voulez faire une bonne activité, vous allez au PASS. Il y a une exposition qui s'appelle Robopolis. Et alors, en fait, ils reprennent tous des anciens robots industriels et ils les ont remis au goût du jour, si tu veux. Ah, il y a un robot qui joue au baby-foot. Il y a un robot Ils ont détourné des robots industriels, voilà. Mais c'est génial. Il y a un robot qui travaille dans la pharmaceutique et qui maintenant, il fait quoi lui? Il fait le barman. Non. Si, au lieu de te servir des médocs, il te sert un petit cocktail. C'est génial, c'est très cybernétique. C'est très cybernétique. Comme Ce qui est cybernétique également, c'est les petits cadeaux. C'est les petits cadeaux et cette semaine, nous aurons 5 exemplaires de Battlefield Vietnam pour PC, 5 exemplaires, il y aura un mot de passe. Je propose que le mot de passe soit pure. Ah bah écoute, j'allais le dire. C'est vrai, j'ai pensé à ça. Ah, c'est dingue. Et nous aurons un deuxième jeu. Hack Infection Part 1 pour PlayStation 2. Et nous aurons donc 5 exemplaires à gagner et le mot de passe sera FM. Alors on se quitte ici, c'est une super ambiance micro et tout ça. Brice ne l'entend pas. Une super ambiance, on se quitte, à bientôt. À la semaine prochaine. Je t'en reçois pas. Moi non plus. Pas de tourner là.